Salut, bienvenue sur la plateforme irrépétiteur.com. Dans la continuité, aujourd'hui nous abordons la dernière partie de la reproduction chez les mammifères. Cette partie-là qui porte sur la fécondation et tous les événements qui suivent jusqu'à la naissance, et y compris même la production de lait et la maîtrise de la reproduction. Alors, pour ce, nous allons d'abord commencer par voir les étapes de la fécondation. Quelles sont les différentes étapes qui se succèdent pour permettre la fusion des deux gamètes. Ensuite, nous verrons les modifications qui vont intervenir une fois qui se produit une fécondation. Ensuite, les premiers jours de développement embryonnaire, quelles sont les modifications qui seront observées au niveau de la cellule œuf qui va donner plus tard un individu. Ensuite, nous allons voir maintenant comment se fait l'accouchement, quels sont les événements qui vont être à l'origine même de l'accouchement. Et nous verrons également comment se fait la production de lait et comment également le bébé est nourri par le lait maternel. Et en dernière partie, nous verrons maintenant comment maîtriser la procréation, la reproduction pour, par exemple, le planning familial, quelles sont les méthodes qui sont appliquées et à quel niveau de l'appareil génital ces éléments qui sont utilisés vont agir. Alors, la naissance est le premier, en fait, est l'événement qui marque la vie d'un l'individu, ok, le point de départ. Mais avant cette naissance, il se déroule un ensemble d'événements qui sont très déterminants et très importants, ok, et ce qui aujourd'hui est d'ailleurs est l'objet de la leçon, ok. Nous voulons savoir comment se fait la rencontre du gamète mâle et du gamète femelle, et où d'ailleurs. Et après cela, quelles sont les différentes ou les premières étapes qui aboutissent à la formation de cet enfant-là, et comment est mis au monde l'enfant, c'est-à-dire comment se déroule l'accouchement, et enfin comment se fait la production de lait par la maman et comment le petit est nourri. Alors, les étapes de la fécondation. Il faut savoir que pour qu'il y ait fécondation, d'abord, il faut qu'il y ait rencontre des deux gamètes. Les gamètes, c'est le spermatozoïde et l'ovule. Le spermatozoïde a un flagelle qui lui permet de se déplacer, alors que l'ovule n'a pas de moyen de locomotion. Ok, donc le déplacement qui permet cette rencontre-là, l'ovule est drainé par les sécrétions liquidiennes des trompes, ok. Donc lorsque ce liquide descend les trompes pour venir au niveau de l'utérus, ce liquide entraîne dans son sillage l'ovocyte qui descend. Alors que, par exemple, pour ce qui est maintenant des spermatozoïdes, ils vont nager grâce à leur flagelle à contre-courant et vont rencontrer l'ovocyte au niveau du tiers supérieur des trompes, et c'est à ce niveau que se déroulera la pénétration. Cette pénétration se fait grâce à des molécules, ou je vais dire des antigènes membranaires qui se trouvent au niveau de la tête des spermatozoïdes. Ces antigènes permettent aux spermatozoïdes de pouvoir reconnaître l'ovocyte. Par exemple, n'importe quel spermatozoïde ne peut pas féconder n'importe quel ovocyte. Donc, c'est les spermatozoïdes de la même espèce qui fécondent les ovocytes de la même espèce, ok, à quelques exceptions près, ok. Alors,
Donc, ce sont ces antigènes membranaires qui permettent aux spermatozoïdes de reconnaître les spermatozoïdes. Donc, après le déplacement, on a décrit comment est-ce qu'ils vont se déplacer. Alors, ils vont se reconnaître grâce à des antigènes membranaires qui se trouvent au niveau de la tête des spermatozoïdes. Et les ovocytes ont les récepteurs qui correspondent à ces antigènes-là. Et donc, ils pourront se fixer facilement. Alors, une fois maintenant que le spermatozoïde arrive et reconnaît l'ovocyte, l'ovocyte va recevoir le spermatozoïde en reconnaissant les antigènes que porte ce spermatozoïde-là. Une fois que reconnaissance est faite, maintenant, le spermatozoïde va libérer le contenu de l'acrosome. L'acrosome, c'est cette structure qui se trouve au niveau de la tête du spermatozoïde, contient des enzymes. Ces enzymes sont libérées par le spermatozoïde et déversées au niveau de l'ovocyte. Ces enzymes maintenant vont liquéfier, vont ramollir la structure, la zone pellucide de l'ovocyte. Et ceci va permettre aux granules corticaux qui se trouvent dans cette zone pellucide-là de pouvoir libérer leur contenu. Le contenu enzymatique. Et ces contenus enzymatiques maintenant vont détruire, vont dégrader les récepteurs de ces ovocytes. Donc, une fois que maintenant ces récepteurs sont dégradés, même s'il y a d'autres spermatozoïdes qui arrivent, ils ne pourront pas se fixer sur des récepteurs parce que les récepteurs sont détruits par les granules corticaux. Donc, c'est ce phénomène d'ailleurs qui permet d'avoir ce qu'on appelle la monospermie, que deux spermatozoïdes ne peuvent pas féconder un ovule. C'est un seul spermatozoïde qui féconde un ovule grâce à cette libération de contenus corticaux qui permettent de dégrader, de détruire les récepteurs de ces ovocytes. Alors, après cela maintenant, il y aura fusion des deux noyaux, c'est-à-dire le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovocyte. Et dès qu'il y a fusion, les premières divisions cellulaires vont se faire. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, lors de la gamétogénèse, il y avait suspension de la gamétogénèse de l'ovocyte. Qui s'était bloqué parce qu'il n'y avait pas encore libération du deuxième globule polaire. Cette libération va se faire après fusion ici. Donc, dès que le noyau du spermatozoïde pénètre, donc il y a libération du deuxième globule polaire et donc la méiose va se terminer chez l'ovocyte. Donc, voilà comment se fait la fécondation, les différentes étapes. Donc, ce que nous montre cette image-là, ici, vous avez la rencontre des deux gamètes, qui se fait grâce à ces antigènes, ici, les glucoprotéiques, qui se trouvent à ce niveau avec les récepteurs. Donc, la reconnaissance se fait à ce niveau. Une fois que la reconnaissance est faite, maintenant, vous avez vu ici, ça, c'est l'acrosome. L'acrosome va libérer son contenu et ce contenu, ici, va permettre la liquéfaction, c'est-à-dire cette zone va se ramollir pour permettre maintenant ce noyau de pouvoir pénétrer. Mais avant, les granules corticaux qui sont ici vont libérer leur contenu et cela va détruire tous les récepteurs qui se trouvent à la surface. Vous avez vu, ça c'est des récepteurs membranaires. Donc le contenu des granules corticaux va faire disparaître ces récepteurs-là. Comme ça, l'ovocyte ne pourra plus reconnaître d'autres spermatozoïdes et donc il y aura une seule pénétration. Et après cela, ici vous avez vu, libération du deuxième globule polaire et donc achèvement de la gamétogénèse chez la femme et les premières divisions cellulaires vont se faire et c'est le début maintenant de la vie embryonnaire. Cette première étape de la vie embryonnaire va se faire avec le noyau ici de l'œuf obtenu renferme maintenant 46 chromosomes. Alors que pour le spermatozoïde c'était 23 chromosomes, l'ovocyte 23. Maintenant la fusion des deux va rétablir ce qu'on appelle
diploïdie, ok, parce que les gamètes étaient haploïdes. Donc après la fusion, on rétablit la diploïdie. Et la cellule maintenant va commencer ses premières mitoses qui vont donner maintenant des cellules, 2 cellules, ensuite 4 cellules, 8, ainsi de suite. Donc vous avez ici la rencontre de l'ovocyte et de spermatozoïdes qui se fait ici dans ce tiers-là. Une fois, ensuite, on obtient un œuf. L'œuf va commencer à se diviser pour donner ce nombre de cellules que l'on montre ici. Alors, à la fin, ici, on obtient ce qu'on appelle un blastocyste qui va se fixer au niveau là, ok, qui va se fixer au niveau de l'utérus. Cette fixation qu'on appelle la nidation. Donc, ici, vous avez tous les événements, en tout cas, qui sont à l'origine de cette rencontre-là. Donc, là, c'est le vagin, dépôt des spermatozoïdes qui vont nager, remonter, venir jusqu'ici, rencontrer l'ovocyte. Il y a fécondation ici avec la rencontre, la reconnaissance, libération de l'acrosome, ensuite libération des granules corticaux, fusion des 2 noyaux et puis achèvement de la mitose, achèvement de la gamétogénèse chez l'ovocyte. Ensuite, l'œuf va commencer à se diviser et descendre ici, ok, pour venir s'implanter au niveau de l'utérus, ce qu'on appelle la nidation. Alors, quelles sont les modifications maintenant qui vont intervenir une fois qu'il y a rencontre des deux gamètes? Il y a fécondation, parce que n'oubliez pas que l'appareil reproducteur de la femme suit un cycle, ce qu'on appelait les cycles menstruels. On l'a étudié dans la dernière vidéo. Alors, ça c'est lorsqu'il n'y a pas de fécondation. Alors, lorsqu'il y a fécondation, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, lorsqu'il y a fécondation, le trophoblaste, c'est-à-dire ces structures-là qui s'est implantée au niveau de l'utérus, va sécréter ici une hormone qu'on appelle la HCG, si vous voulez, c'est une gonadotrophine, ok, HCG, qui est très comparable à la LH. Alors, cette HCG va provoquer une augmentation de taille du corps jaune. N'oubliez pas, le corps jaune, lorsqu'il n'y avait pas de fécondation, elle dégénère et disparaît, ce qui était à l'origine des règles. Là, maintenant, HCG va provoquer l'augmentation de taille du corps jaune, ce qui lui permettra de produire beaucoup de progestérone et d'œstradiol. Ok? Et ceci va entretenir davantage l'utérus, la structure de l'utérus, pour mettre en place des conditions vraiment favorables à la gestation, c'est-à-dire au développement du fœtus qui vient de s'implanter. Alors, ceci également va bloquer l'hypothalamus, l'axe hypothalamo-hypophysaire, ok, un rétrocontrôle négatif, ce qui permet ici d'assurer le développement et la maturation des glandes mammaires, parce que ici l'œstradiol et la progestérone vont agir sur les glandes mammaires pour vraiment assurer leur développement et leur maturation, ok. Et c'est ce que nous avons ici sur ce document qui nous montre ici, par exemple, le cycle normal, normalement, commence d'ici et s'arrête là, s'il n'y a pas de fécondation. Alors, s'il n'y avait pas de fécondation, on a ici les sécrétions de progestérone et d'œstradiol. Arrivé à ce niveau, la progestérone allait baisser et également l'œstradiol allait baisser et leur diminution allait provoquer à cette date des règles. Et cette diminution serait due à une diminution de la taille du corps jaune qui finit par disparaître. Mais non, parce qu'il y a fécondation ici, il y a là le trophoblaste. Et le trophoblaste maintenant va produire le HCG qu'on a ici. Et ce HCG va entretenir la vie du corps jaune et donc va indirectement assurer la production de
progestérone et d'œstrogène, et ceci maintenant va entretenir la structure de l'utérus, et donc il n'y a pas de règles. Donc voilà les modifications principales qu'on observe lorsqu'il y a fécondation. Alors, après les modifications, c'est les premiers mois, les premiers jours du fœtus qui commencent à se développer. Alors, les 2 premiers mois correspondent à la période embryonnaire, au cours de laquelle maintenant se mettent en place les différents organes et systèmes, donc organes, le cœur, le système nerveux, tout ça là, donc vont se mettre en place, pour constituer maintenant l'organisme de cet individu qui va naître dans 9 mois. Donc on nous dit ici, vers la 4e semaine déjà, on a les premiers battements du cœur, apparition de l'encéphale, système nerveux, et des ébauches de membres. Les bras, les pieds commencent par des boutons. À la fin de la période embryonnaire, environ 8 semaines, vous avez les membranes bien visibles, le cœur formé, et le sexe est différencié. On peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Et voilà, donc vous avez un peu à peu près l'image que cela donne durant ces semaines-là. Donc 4 semaines, voilà ce que nous avons, 6, 7 et 8. Alors voilà une image un peu plus complète qui donne la forme et le comportement, la taille du fœtus au cours de son développement, de la 4e semaine au 8e mois. Alors, l'accouchement, après que le spermatozoïde ait rencontré l'ovocyte, après que l'œuf issu de cette rencontre s'est développé pour maintenant donner un individu bien formé, âgé de 9 mois, là il faudrait que l'individu sorte, et cela correspond à l'accouchement au parturition. Alors, ce qui se passe, c'est que grâce à la production de progestérone, il y avait ce qu'on appelle un silence utérin. La progestérone avait inhibé toutes les contractions de l'utérus pour permettre le développement du fœtus. Alors, à la fin maintenant de la gestation, de la grossesse, ce qui va se passer au niveau de l'hypothalamus, ou de l'hypophyse de la maman, l'antéhypophyse, il va se produire une production d'une hormone qu'on appelle ACTH, adréno-corticotropico-hormone, ou hormone adénocorticotrope, c'est ça, produit par l'antéhypophyse de la maman. Donc la maman va produire par son hypophyse antérieure de l'ACTH. Cet ACTH maintenant va agir au niveau de la cortico-surrénale du bébé. Donc la maman produit une hormone au niveau de son antéhypophyse, l'ACTH. L'ACTH maintenant va agir sur la cortico-surrénale du bébé. Et la cortico-surrénale du bébé maintenant va produire du cortisol. Le cortisol, va agir sur le placenta, c'est-à-dire le trophoblaste qui s'est développé pour donner le placenta, et donc ce placenta a assuré les sécrétions de progestérone et d'estradiol. Maintenant, le cortisol va agir sur le placenta et inhiber sa capacité à sécréter la progestérone. Le rôle de la progestérone, c'est de bloquer les contractions. Donc, si le cortisol produit par le bébé bloque la production de progestérone, et donc par conséquent, il y a une levée d'inhibition. L'utérus n'est plus inhibé par la progestérone, et donc il va commencer à se contracter. Et donc, c'est le début des contractions
ok, utérines, qui sont le point de départ de l'accouchement. Mais ces contractions seront amplifiées, ok, parce qu'au départ, c'est juste des contractions très espacées et qui ne sont pas très intenses, ok, mais ces contractions vont être amplifiées pour maintenant vraiment pousser le bébé en dehors. Donc, ces schémas nous montrent un peu le comportement que nous avons. Alors, vous avez vu ici, par exemple, lorsque le bébé était dans l'utérus et qu'il n'était pas encore mature, nous avons ici le trophoblast, le placenta, si vous voulez, hein, qui produit du HCG. Le HCG, maintenant, ici, agissait sur l'ovaire, ok, qui permettait une production de progestérone et tout, pour là, maintenant, la progestérone a inhibé l'hypophyse, ok, et l'hypophyse, grâce à la sécrétion, ce blocage permettait une inhibition des contractions utérines. Ok. Maintenant, ici, à la maturité, il y a la maman qui sécrète le ACTH. ACTH maintenant agit ici sur le rein, ok, la corticosurrénale du bébé, et le bébé va sécréter du cortisol. Le cortisol bloque le fonctionnement de cette structure. Ok, du coup, celui-là ne peut plus produire suffisamment la progestérone, donc la progestérone ne peut plus inhiber. Donc, si la progestérone n'inhibe plus, il y a ici une levée d'inhibition, donc début des contractions, le point de départ de l'accouchement. Mais ces contractions, au départ, sont espacées et moins intenses. Donc, elles doivent être amplifiées, ok, et très rapprochées pour permettre au bébé de sortir. Et cela est assuré par une autre hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est produite par la post-hypophyse, ok, et de la maman. Et cette post-hypophyse, maintenant, cette ocytocine va intensifier davantage les contractions de l'utérus. Mais il y a également les prostaglandines qui sont produites par l'endomètre, hein, et les annexes embryonnaires qui vont intensifier davantage les contractions utérines pour permettre l'expulsion du bébé. Ça me rappelle un peu les termes que j'entends parfois les dames parler dans les couloirs quand elles sont à la maternité. Ici au Sénégal, on parle d'un ko pikir takarnase. Ok? Donc, d'un ko pikir takarnase, c'est quand on fait une piqûre à une femme qui est dans cette situation-là pour accélérer les contractions et les intensifier. C'est des hormones synthétisées comme ça que l'on utilise pour intensifier davantage les contractions et permettre l'expulsion du bébé. Alors, ici, nous avons le schéma un peu bilan de l'amplification de ces contractions. Donc, vous avez ici l'ocytocine qui est sécrétée, amplifie les contractions au niveau de l'utérus. Ok? Mais il y a le fœtus lui-même aussi, le bébé, qui aussi va produire des prostaglandines qui vont également agir sur l'utérus et intensifier davantage les contractions. Et l'intensification, le cumul de ces contractions-là maintenant pousse le bébé à sortir. Ok? Et ce qui nous donne ces différents événements. Ok? Donc là, vous avez un peu le comportement du bébé au cours de l'accouchement. Ok? Et ici, c'est un mécanisme contrôlant la libération et l'amplification des contractions. Donc, en fait, ce schéma, c'est la synthèse de l'ensemble de ces schémas que nous avons montrés à partir du départ, commençant par
le début des contractions jusqu'à l'amplification. Donc nous avons ici le début, c'est déclenché par la CTH. La CTH qui agit sur la corticosurrénale du bébé et la corticosurrénale qui produit le cortisol qui bloque le placenta et donc bloque la production d'œstrogène et de progestérone. La progestérone qui est responsable de l'inhibition des contractions n'est plus produite, donc il y a libération utérine et donc déclenchement des contractions utérines. Alors, ensuite, il y a la post-hypophyse qui va sécréter de l'ocytocine qui est là, qui va venir agir sur l'utérus et amplifier également les contractions. Mais le bébé également va sécréter de la prostaglandine et la prostaglandine maintenant va aussi agir sur les contractions utérines pour les amplifier, ce qui conduit ici à la libération, à la délivrance, c'est-à-dire à l'expulsion du bébé. Donc c'est un schéma qui est assez synthétique qui vous permet de comprendre le plus facilement ce mécanisme. Alors la production de lait par la maman. Cette production de lait se fait au niveau des seins. Ok? À ce niveau, nous avons ce qu'on appelle les glandes mammaires. Okay? Donc, le lait est produit par les glandes mammaires des seins qui atteignent leur maximum de développement pendant la gestation suite au taux élevé de progestérone et d'œstrogène. Donc, ces hormones qui, grâce au développement du corps jaune, et du placenta qui sécrète beaucoup d'hormones, ces glandes se sont développées, et durant toute la grossesse. Maintenant, ces glandes arrivées à leur maturité, vont commencer maintenant la production de lait juste après la naissance du bébé. Alors, il faut comprendre ici, on nous dit avant la naissance, les taux élevés de progestérone et d'œstrogène inhibent la production de prolactine. Donc, ces hormones permettent le développement des seins, mais ne permettent pas la production de lait. Donc, ces hormones vont juste permettre aux cellules qui se trouvent au niveau des seins, des glandes mammaires, de se développer. Mais la prolactine est produite au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, elle n'est pas produite pendant la grossesse. Mais après la grossesse, maintenant, la chute, parce qu'après la naissance, il y a le placenta qui disparaît et donc la production de progestérone et d'œstradiol va baisser très fortement, ce qui va maintenant lever l'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophysaire et donc permettre la production de la prolactine. La prolactine maintenant qui arrive au niveau des glandes mammaires qui se sont très bien développées, va stimuler ces cellules des glandes mammaires et ces cellules vont commencer maintenant à faire la lactogénèse, c'est-à-dire la production de lait. Et c'est ce que nous avons ici. Nous avons deux types de cellules. Ça, c'est les glandes mammaires qui se sont très bien développées au cours de la grossesse. Maintenant, après la naissance, elles sont aptes à produire du lait grâce à la prolactine. Donc ici, nous avons deux types de cellules. Il y a ce qu'on appelle les acini ou acinus, qui sont entourés d'autres cellules qu'on appelle les cellules myoépithéliales. Ces cellules myoépithéliales, elles sont contractiles et les cellules, les acini, elles sont productrices de lait. Donc les acini sont stimulées par la prolactine, et elles vont utiliser la composition du sang pour produire du lait. Ce lait est déposé ici dans la lumière, ici dans cette lumière-là. Et quand il y a maintenant besoin de sécrétion de lait,
on va sécréter une autre hormone, c'est-à-dire l'ocytocine, c'est une hormone qui permet de contracter, ok? Et l'ocytocine va agir maintenant sur les cellules myoépithéliales. Ces cellules maintenant vont se contracter et leur contraction va exercer une pression autour de cette structure et permettre maintenant l'éjection du lait par les canaux galactophores. C'est ça qu'on appelle les canaux galactophores. Ok, donc tout est dit dans ce texte. La prolactine va entretenir la production de lait, donc la prolactine permet la production de lait, et l'ocytocine maintenant va permettre la contraction des cellules myoépithéliales et donc va permettre l'éjection de lait. Et comment ça se fait? En fait, le lait, logiquement, ne s'écoule pas n'importe comment. Le bébé prend le téton de la maman et cela constitue une stimulation, ok? Et cette stimulation fait naître des messages nerveux qui vont remonter au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire et permettre ici une excitation de l'antéhypophyse. Et l'antéhypophyse va ensuite produire de l'ocytocine qui revient maintenant sur les glandes mammaires et permettre leur contraction et donc la libération de l'éjection de lait. Et ce que nous avons ici, donc les tétés se font là, naissance de message nerveux qui vient ici sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc l'axe hypothalamo-hypophysaire va bloquer la sécrétion de prolactine pour maintenant libérer la sécrétion d'ocytocine qui est là. L'ocytocine va permettre la contraction des cellules myoépithéliales et donc l'éjection de lait. La maîtrise de la procréation, c'est les mécanismes de la reproduction, ok, qui permettent d'éviter une grossesse non désirée, qui permettent d'espacer les naissances, ok, et de permettre un développement optimal des enfants que nous mettons au monde. Alors, il y a des méthodes naturelles, mais également des méthodes locales, ok. Pour les méthodes naturelles, ok, c'est d'éviter d'éjaculer vraiment dans les voies génitales de la femme, ok. Il est conseillé de se retirer avant l'éjaculation, mais c'est une méthode qui est vraiment très peu fiable. Il y a également une autre méthode qui consiste à prendre la température de la femme, parce que nous l'avons fait durant le cycle de la femme. Pendant la période d'ovulation, généralement la température de la femme elle est plus hausse que d'habitude, ok? Elle s'élève durant cette période-là. Donc si vous prenez la température chaque jour, le jour que vous prendrez la température et que vous remarquez qu'elle est un peu plus élevée que d'habitude, vous pouvez supposer que ce jour-là, c'est le jour de l'ovulation. Donc, si vous avez des difficultés vraiment d'avoir des enfants, c'est le moment de faire des rapports pour augmenter vos chances d'avoir un enfant. Alors, il y a également le suivi du cycle du calendrier. Ok? Généralement, c'est ce que les gens font quand tu maîtrises le calendrier menstruel de ta femme. Okay. Ça te permet d'avoir une idée claire de quand il faut ou quand il ne faut pas. Il y a également ce qu'on appelle les méthodes locales, ces méthodes pour éviter la rencontre des deux gamètes. On peut utiliser les préservatifs, ok, qu'ils soient masculins ou féminins, utiliser le diaphragme qui empêche les spermatozoïdes d'entrer, qui bloquent l'entrée du col de l'utérus. Il y a les spermicides qui tuent les spermatozoïdes également. Il y a le stérilet qui empêche l'anidation, okay, qui dénature complètement la structure de l'endomètre, okay, et empêche une fixation de l'œuf issu de la fécondation.
Il y a également la contraception orale, les prises de pilules plutôt, ok, les stéroïdes, ok. Donc tout ça, c'est des méthodes de contraception, ok, qui permettent d'espacer les naissances ou d'éviter une grossesse non désirée. Tous ces éléments que nous prenons maintenant pour gérer la procréation, pour maîtriser la procréation, agissent à différents niveaux de l'appareil génital de la femme. Okay? Et c'est ce que nous avons sur cette image-là. Vous avez ici, c'est par exemple les préservatifs. Okay? Donc les spermatozoïdes sont déposés ici, donc ne peuvent pas entrer. Là, vous avez le diaphragme aussi qui bloque le col de l'utérus, aussi l'entrée du col de l'utérus, donc il n'y a pas entrée de spermatozoïdes. Il y a le stylet ici, okay, qui dénature complètement l'endomètre de l'utérus. Donc ici, c'est surtout la contraception orale qui peut agir ici sur l'axe hypothalamo-hypophysaire en bloquant les sécrétions de FSH et LH. Donc ça va provoquer un dysfonctionnement du fonctionnement de l'appareil génital de la femme. Donc voilà en quelque sorte quelques méthodes de maîtrise de la procréation. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans vos révisions. Vous pouvez tester vos connaissances en essayant le questionnaire accompagné. Okay. Et d'ici là, portez-vous bien.